Ce balado est une initiative des producteurs et productrices acéricoles du Québec, financée par le Créneau acéricole et le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec, en partenariat avec Financement agricole Canada, le seul prêteur entièrement dédié à l'agriculture et à l'agroalimentaire au Canada. L'industrie acéricole est en pleine effervescence. Ce balado s'adresse aux passionnés qui veulent tout savoir sur l'érable. De la forêt à la table. Un petit conseil avant de commencer l'épisode. Allez sur la page du balado La Station acéricole sur Apple, Spotify, YouTube ou n'importe quelle autre plateforme où vous écoutez vos balados et cliquez sur le bouton « Suivre ». Comme ça, tous les nouveaux épisodes vont se télécharger automatiquement sur votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur. Bon épisode! Bienvenue dans cette 3e saison de notre balado La Station acéricole. Je m'appelle Mathieu Ligny et je suis conseiller à la vie syndicale au PPAQ. Dans cette 3e saison, on abordera différents sujets de l'actualité acéricole. La formation, la relève, les chlorates, les ventes directes et la biodiversité. Avec des invités toujours aussi passionnés pour tout ce qui touche l'érable. Une partie de l'évolution de l'industrie acéricole passe par la formation des gens qui la pratiquent au quotidien. La bonne nouvelle, c'est que l'offre éducative commence à se développer et à devenir de plus en plus spécifique aux besoins des acériculteurs. Dans ce 9e épisode de la Station acéricole, nos 2 intervenants vont venir nous parler du DEP en production acéricole. Jean-Christophe Rivard comme ancien étudiant et Jean-François Rousseau comme professeur. Le producteur Jean-Christophe Rivard va peut-être vous convaincre de prendre le temps d'aller vous former. Parce que son expérience à lui sur les bancs d'école et même sur le terrain lui sert encore aujourd'hui. Mais à quoi ça sert de se former quand les connaissances peuvent se transmettre de génération en génération? La raison pour laquelle j'ai décidé d'étudier en exploitation acéricole, en fait, c'est que je voulais ouvrir mes horizons sur de nouvelles techniques, de nouvelles avancées. On sait que la technologie est très présente dans le milieu. Donc, c'était ça vraiment mon idée de base. Le cours en acériculture, ça a été très bénéfique, surtout sur les techniques du métier. C'est un métier qui est issu du folklore, donc les méthodes, souvent, sont issues du folklore. Donc, il a fallu se moderniser. Donc, c'est là qu'on a appris à travailler avec la technologie, avec des outils qu'on connaissait plus ou moins ou qu'on regardait de loin. On se disait « Ah, c'est inaccessible ou c'est trop cher ». Donc là, c'est vraiment l'ouverture sur les techniques là, qui ont été très bénéfiques. Puis aussi de se conscientiser sur les interventions, si on veut, le pouvoir qu'on a en tant que propriétaire forestier de modifier un écosystème, si on veut. Donc là, ça aussi, ça a été très bénéfique. La prise de conscience a été très, très, très plaisante. Donc, l'une des compétences les plus précieuses qui en est ressortie du cours, je crois que c'est, avec toutes les connaissances acquises, c'est d'être capable ensuite de les prendre, ces connaissances-là, puis de les appliquer à des endroits plus précis, plutôt que de s'éparpiller. Il n'y a pas que les connaissances techniques qu'on va chercher dans les formations. Il y a aussi tout le côté humain qui est souvent plus important qu'on le pense, comme l'a constaté Jean-Christophe. Des trucs que je pensais pas qui allaient modifier mon quotidien, c'est tout le côté contact, en fait, que j'ai conservé de ce cours-là. C'est très plaisant, très rassurant d'investir ou d'avoir des projets quand on peut compter sur des anciens collègues de classe ou encore un professeur pour te conseiller. C'est vraiment un beau bagage, je trouve, qui ressort du cours. Autant aussi qu'il y a des collègues de classe que, ils ont des entreprises immenses. Ça aussi, c'est toujours très satisfaisant puis sécurisant de s'appuyer sur les conseils de gens qui ont des plus grosses entreprises que la tienne, une vision un peu plus industrielle de la chose. Même si Jean-Christophe a grandi sur une érablière, il n'a jamais eu envie d'y passer sa vie. Pourtant, aujourd'hui, il est acériculteur et c'est la relève de l'entreprise familiale. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout ça commence en 2012. J'ai entrepris des
des démarches. En fait, j'ai été faire une formation en protection de la faune dans le but de devenir agent de protection de la faune, bien sûr. Puis, bref, tout ça est en lien avec mon attirance envers la chasse et la pêche. Puis ensuite, à cette même école, j'ai rencontré des professeurs qui m'ont titillé sur la formation en aménagement de la forêt qui se donne aussi à l'école. Donc, de fil en aiguille, j'ai terminé ma formation en protection, puis après ça, je suis allé en aménagement de la forêt. C'est quelque chose qui me rejoignait plus, étant donné que, à la base, j'ai grandi dans une érablière et je suis constamment en contact avec la nature et la foresterie. Suite à ma formation, j'ai un professeur qui m'a un peu shaké, qui m'a dit « Écoute, tu as une entreprise acéricole à t'apporter, étant donné que tes parents ils ont une entreprise acéricole. Qu'est-ce que tu dirais de poursuivre tes études en exploitation acéricole? » À la base, ma réponse fut quand même très simple. J'ai jamais voulu reprendre l'entreprise familiale. Ça m'a jamais intéressé parce que j'ai vu mon père travailler comme un fou. Toute, si on veut, là, de sa jeune carrière, à travailler comme un fou parce que financièrement, il n'était pas très solide. Il venait de faire des grosses acquisitions. Puis là, il travaillait en débile pour pallier à une stabilité financière, si on veut. Mais l'idée a quand même continué de faire son chemin dans la tête de Jean-Christophe. Je me dis, tabarouette, il y a peut-être quelque chose à faire là. C'est vrai que j'ai quand même beaucoup de cours qui se ressemblent, surtout sur le volet forestier. Donc, je m'informe. La personne ressource me dit, tu vas peut-être avoir environ 50% du cours qui est déjà crédité, étant donné que tu as des bagages en aménagement de la forêt. Donc là, je pense pas trop longtemps, mais je me dis, oui, je pense que ça pourrait être quelque chose de bien, d'aller chercher une autre corde à mon arc. Puis mon père était très content de savoir que je m'intéressais finalement à la sériculture. J'ai pu apporter beaucoup de nouveautés au sein de l'entreprise suite à ma formation. Faut dire que dans les années suivant mon cours, il y a eu beaucoup d'avancées technologiques dans le domaine. Puis moi, je baignais là-dedans. Donc, j'ai adhéré rapidement à ces nouvelles technologies, ne serait-ce que un système de gestion de fuite en permanence dans la forêt. Bien sûr, l'avènement des osmoses intelligents, c'est sûr que j'y ai adhéré assez rapidement. Les nouveaux évaporateurs qui sont très avantageux au niveau de la consommation d'énergie, c'est toutes des choses très innovantes que j'ai adhéré. Au niveau technique, on comprend que la formation que Jean-Christophe a suivie a été très utile. Mais qu'est-ce que ça a changé au niveau de l'organisation du travail? Je crois que c'était surtout l'idée de vouloir être performant dans mes prises de décision. Mon père, c'était quelqu'un qui était... On travaille, on fonce, puis on a une direction, puis des fois, t'es la personne qui le regarde faire en arrière, puis t'es comme « Hey, tu ferais ça de même, tu sauverais la moitié du temps. » Donc, c'est vraiment des beaux outils que j'ai su apporter à l'entreprise qui nous a donné une qualité de travail assez incroyable. Puis maintenant, on est capable d'avoir le dessus, de gérer l'entreprise à 2-3 personnes, chose qui est impossible il y a une dizaine d'années. On était 5-6 dans la haute saison. Mais là, finalement, on a le dessus aujourd'hui. C'est assez plaisant. On a beau suivre toutes les formations qui existent, il y a toujours des choses qui vont s'apprendre sur le tas. À l'école, c'est sûr qu'on a quand même une belle vision d'ensemble sur le métier, mais il y a des choses qui ne s'apprennent pas, ou du moins qu'on ne peut pas perfectionner tant qu'on n'est pas pleinement investi dans notre travail. Ne serait-ce que, vivre avec les intempéries, vivre avec les pépins du quotidien qui peut arriver. Donc oui, on y est préparé, mais finalement, on n'y est jamais vraiment préparé à la mesure de ce qu'on pense. Les gros pépins, il y en a quotidiennement, donc il faut savoir réagir, il faut savoir être débrouillard. Maintenant que Jean-Christophe est formé, qu'il est propriétaire de son érablière, qu'il pratique son métier sur le terrain, qu'est-ce qu'il dirait aux producteurs pour les convaincre de retourner sur les bancs d'école? Je dirais à quelqu'un qui hésite de faire son cours en acériculture qu'il doit entreprendre les démarches puis absolument y aller.
Autant une personne néophyte que quelqu'un d'expérience, il y a toujours quelque chose à apprendre dans le milieu. Je dirais à quelqu'un de plus expérimenté que ses bénéfices vont être surtout à l'ouverture d'échanger, puis d'avoir des connexions avec plusieurs personnes du milieu. Ça l'aide aussi à participer, je dirais, aux innovations, aux futures innovations. Pour la personne un peu plus néophyte, un peu la même chose, je dirais l'ouverture d'avoir des contacts partout dans le milieu. C'est aussi très important, je crois, d'être instruit sur l'achat des bonnes composantes. Dans le passé, je trouve qu'on a perdu beaucoup d'énergie et d'investissement à pas identifier c'est quoi acheter des bonnes composantes pour autant sur le plastique, la tublure, l'équipement dans la cabane. Il y a beaucoup d'avantages à aller chercher cette information-là pour pouvoir faire des choix judicieux qui ne mettront pas finalement l'entreprise en péril financièrement, puis qui vont sauver énormément d'énergie pour effectuer votre travail. Un autre qui pourrait vous convaincre d'aller vous perfectionner, c'est le professeur du Centre de services scolaires du Fleuve et des Lacs, Jean-François Rousseau. Les formations qu'il donne dans le Bas-Saint-Laurent sont aussi diversifiées que les profils de ses étudiants. C'est comme les façons de faire du sirop. Il y en a tout plein. Je vais avoir beaucoup de gens de la relève qui ont des érablières dans leur famille, d'entrepreneurs en construction qui ont occupé beaucoup l'été, un petit peu moins l'hiver et le printemps. Puis, ils vont s'acheter les érablières. Donc, ils viennent faire leur reconnaissance des acquis et compétences avec nous. J'ai beaucoup d'entrepreneurs qui vont faire leur formation à distance. L'année passée, on a eu 2 gars, 4 filles. Ça allait de 17 ans à 65 ans. J'avais une infirmière retraitée que son fils s'est acheté une érablière. Elle voulait aider, elle voulait apprendre, elle avait le temps. Elle est venue faire le cours. Donc, c'est extrêmement varié. Puis, c'est ça, on peut s'adapter à tous les niveaux de connaissances en acériculture. En octobre, cet automne, on va avoir des étudiants étrangers. Quelqu'un du Congo, quelqu'un d'Haïti. On a une personne qui fait le combo. Il y a une possibilité de faire abattage manuel et acériculture sur 1 an. Donc là, cette personne-là nous vient de l'île de Réunion. Avant d'être enseignant du programme, Jean-François a été producteur et conseiller acéricole. On lui a demandé comment un programme comme celui-ci peut rester à jour dans une industrie très innovante. Là, c'est notre devoir à nous d'aller se mettre à jour, justement, et d'être capable de suivre la POC, comme on dit. Là. Mais il reste que c'est différent. La façon de mesurer, on va toujours avoir notre densimètre, notre hydrotherme, notre réfractomètre. Mais si on ne sait pas c'est quoi, qu'est-ce qu'on vient mesurer? Quand j'utilise mon réfractomètre, qu'est-ce que je mesure? Oui, je mesure un Brix, mais je vais mesurer la réfraction de la lumière, la déviation de la lumière sur mes cristaux de sucre. Un densimètre, c'est quoi? La densité de mon sucre. Donc, c'est plein de choses comme ça, de savoir le pourquoi du comment qu'on fait certains gestes, que j'aime bien appeler le geste acéricole. Pour nous, même si les équipements nous viennent de où? Le vacuum nous vient du monde laitier, nos pompes nous viennent du monde pharmaceutique, nos pompes à vide. Tous nos équipements nous viennent d'ailleurs, mais il reste qu'il y a des gestes qui sont vraiment très typiques à nous, là. Avant, pour savoir si notre sirop était prêt, on prenait une louche, puis on venait dipper, puis on venait voir la consistance. Mais maintenant, on est capable de vérifier physiquement ces choses-là et de comprendre qu'est-ce qui se passe. Le jeune producteur Jean-Christophe connaissait la plupart de ces gestes acéricoles. Il aurait pu choisir d'apprendre sur le terrain, mais il a décidé d'aller comprendre les processus pour gagner en efficacité et s'adapter aux nouvelles méthodes. Des compétences qui peuvent servir aux nouveaux comme aux anciens, selon Jean-François Rousseau. Le DEP, il se décline en 16 compétences. Je veux dire qu'il y a des compétences qui sont plus générales un peu, travail d'équipe, recherche d'emploi, intégration au milieu de travail, donc des choses comme ça assez communes. On a orientation en forêt. Il y a le maniement de la boussole, mais moi, j'ai emmené ça un petit peu ailleurs, avec les différents outils qu'on a maintenant avec Forêt ouverte, avec des différentes bases de données comme ça qui nous sont accessibles. On est capable d'aller voir, mes lignes de l'eau sont où? Fait que là, on va montrer, regarde, l'étudiant, tu peux aller chercher ces données-là sur Infosol, sur Demterre, sur Forêt ouverte, et tu peux même te faire une carte géoréférencée maintenant. On voit la physionomie de l'érable, les principes de qu'est-ce qui se passe dans l'érable. C'est cool. On voit ça, l'écosystème de l'érable, qui vont nous emmener à comprendre ce qui se passe quand il va venir le moment de faire l'aménagement de notre forêt. C'est la compétence 6, aménagement de la forêt. On va voir tout ce qui entoure la qualité. La qualité, on la retrouve partout. On va la retrouver en forêt, on va la retrouver dans nos installations, nos tentaillages, nos produits.
Un autre gros morceau, c'est l'installation. Il y a l'entaillage, évidemment. On parle du traitement de l'eau d'érable. On rentre dans la cabane. On ne pourra pas voir toutes les machines, on ne pourra pas voir tous les fonctionnements, mais le but, c'est de comprendre des fondements physiques, des fondements chimiques derrière les différents procédés qu'on va utiliser en acériculture. C'est quoi un lavage alcalin? Qu'est-ce que ça fait? Notre système de concentration, d'osmose inversée, c'est quoi? Puis ça, nous, on le voit beaucoup, les gens ne comprennent plus ce qu'ils font. On sait que plusieurs producteurs aimeraient suivre ces formations, mais les enjeux de conciliation études-travail-famille rendent la réalisation du projet plus difficile. La bonne nouvelle, c'est que les écoles se sont adaptées et offrent maintenant toutes sortes de façons de suivre leurs cours. On a le mode à distance, où on peut être en formation à distance, la FAD qu'on appelle, où l'apprenant va faire toutes les 16 compétences, si on veut, dans l'ordre qu'il veut, un peu selon ses disponibilités et ses intérêts aussi. On a la reconnaissance des acquis qu'on appelle la RAC. Donc là, l'étudiant, on l'a en entrevue à peu près 1 heure, 1 heure et demie. On va vraiment vérifier, il y en a où. Qu'est-ce qu'il y a comme bagage au niveau acéricole. Et là, on va adapter un peu la formation. Il y a le présentiel. Et maintenant, même le présentiel, c'est un présentiel un peu hybride. Donc, toute la théorie va se faire à distance par l'entremise de la plateforme Teams. Et ils vont venir 6 semaines à l'école pour des moments intensifs pratiques. À l'automne, on a 2 semaines, on va faire de l'abattage manuel. On va faire ce qu'on fait en érablière finalement à l'automne, la maintenance de tubulures. Donc, le mois de janvier, on a un retour à l'école. Là, on rentre vraiment dans l'entaillage. Ça va être aussi, on va commencer à toucher un peu aux machines, osmose, évaporateur, plus l'osmose. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a des vieilles membranes qu'on va mettre dans nos poteaux et on va concentrer de l'eau, l'eau de la ville. Et on va même la sucrer. Il faut se faire une eau d'érable sucrée qu'on va concentrer. Et donc, les étudiants peuvent comme ça manipuler les équipements en presque réalité, si on veut, là. Faut pas hésiter à aller suivre des formations. Le pourcentage de travailleurs en acériculture qui sont formés est relativement faible parce que ils vont apprendre, comme on dit, sur le tas. Mais quand tu apprends sur le tas, c'est pas donné à tout le monde d'être pédagogique dans sa façon de montrer les choses. Moi, j'ai travaillé 10 ans avant de devenir conseiller et enseignant, mais il y a des choses que j'ai réellement compris, que j'ai dû faire, moi, le DEP, moi aussi, pour l'enseigner. Il y a des choses que j'ai compris quand j'ai fait mon DEP, vraiment. Même si une formation en production acéricole existe et que d'autres formations sont aussi disponibles, on pense que l'acériculture devrait prendre sa place dans d'autres cursus scolaires, comme en agroéconomie, en ingénierie forestière ou en aménagement forestier. Les connaissances qui sont propres à l'industrie, que Jean-François Rousseau a très bien surnommées « nos gestes acéricoles », sont une expertise en soi. Elles méritent d'être apprises pour gagner en productivité, comme Jean-Christophe nous l'a dit. Dans notre prochain épisode, on va jaser de relève avec la productrice acéricole Émilie Blondeau, qui entamera son 2e printemps en 2025, et Philippe Leduc du Club acéricole du Sud, qui va nous partager les problématiques récurrentes des nouveaux acériculteurs. On aime vous lire, avoir vos commentaires, vos suggestions et vos idées de sujets. Écrivez-nous par courriel à lastationacéricole@gmail.com. Si vous avez aimé le balado, partagez-le donc à quelqu'un de votre réseau acéricole. Vous pouvez écouter les autres épisodes sur Apple, Spotify, YouTube et sur notre site web au ppaq.ca. Je m'appelle Mathieu, merci d'être à l'écoute et à très bientôt.